L'unique. Chapitre 9. Le plan malin. Un jour vif de printemps, la ruse échoue dans le vide, le regard s'embrase. De retour dans sa chambre, Ozypii se concentra sur la nouvelle donne. Comment tenir compte de l'hypothèse du malin? Surmontant à contre-cœur sa répulsion pour les sempiternels conseils de son père, il décida d'adopter la position pragmatique que celui-ci lui avait suggérée quelque temps auparavant, pour les situations difficiles, celles où l'esprit se perd, s'éparpille, tentant d'attaquer simultanément les diverses dimensions d'un problème. Agir sans se préoccuper du pourquoi, en concentrant toute son énergie sur le comment. Civium. Son père lui avait donné ce conseil en rapport avec les relations très tendues ces derniers temps entre son fils et son professeur de mathématiques. Timide dans ses rapports avec les autres, en cette matière et seulement en celle-ci, Ozypii s'animait et intervenait souvent en classe en des réponses que lui jugeait pertinentes et inventives, mais qui contrariaient fortement son professeur, lequel les considérait la plupart du temps comme hors sujet, voire même impertinente. Le dernier coup d'éclat d'Ozypii avait concerné une question d'algèbre. Pour introduire une leçon sur le calcul algébrique, le professeur avait écrit au tableau 3 carottes plus 2 navets plus 5 carottes plus 8 navets égale point d'interrogation, avec l'intention de passer par la suite à l'écriture abstraite 3a plus 2b plus 5a plus 8b, devant conduire après calcul à 8a plus 10b. Et Ozypii avait immédiatement levé le doigt. Puis, sans attendre l'autorisation qui tardait un peu, répondit « 18 légumes ». Un fou rire traversa la classe. Cette fois-ci, le professeur qui comptait conclure sur « on ne peut pas additionner des carottes et des navets », grand classique des mathématiques, se mit immédiatement en colère. « Ozypii, tu n'es pas là pour amuser la galerie. Ta réponse n'a rien à voir avec les mathématiques. » Ce jour-là, il hérita d'une punition qui lui mangea en fin de journée une bonne heure de son temps libre. Ozypii, révolté contre ce qu'il considérait comme une injustice, en alla se plaindre auprès de son père. Il voulait comprendre la réaction de son professeur et savoir si elle était justifiée. La réponse, si elle le rassura sur la pertinence de son intervention, ne le réconforta guère. « Oui, Ozypii, ce que tu as dit est tout à fait juste. En fait, tu as trouvé une unité commune. Tu as fait un changement d'unité. Un peu comme si on change des roubles et des dollars en francs pour pouvoir les additionner. » Il laissa quelques secondes s'écouler dans le silence, puis « Mais tu dois comprendre que ta réponse est un peu loin du cours de mathématiques. Il y en avait une plus banale, et c'est celle-ci que ton professeur attendait. De temps à autre, tu dois chercher la simplicité. »« Mais je ne comprends pas. Un prof de maths, c'est bien quelqu'un qui sait tout ce que tu me dis là. Pourquoi est-ce qu'il m'a rembarré comme ça, devant toute la classe, qui s'est moqué de moi? Sauf peut-être Éonie. » C'est à ce point de leur échange que son père lui proposa sa méthode. « Ne cherche pas à comprendre ton professeur de mathématiques, essaie de répondre à ses attentes en rapport avec la leçon du jour. Agir sans se préoccuper du pourquoi, en concentrant toute son énergie sur le comment. » Ce jour-là, Ozypii avait trouvé ce conseil d'une nullité absolue. Il ne pouvait admettre l'idée d'avancer dans le noir. Et même si ça marchait, lui, Ozypii, avait besoin de comprendre ce qu'il faisait. Ce qui l'énervait le plus dans ce principe, mais sur le coup, il n'osa pas le dire à son père, était qu'il lui rappelait bien trop ce qu'on leur martelait depuis toujours à l'école. Apprenez vos leçons, faites vos devoirs, vous comprendrez plus tard à quoi tout cela peut vous servir. Quand il repensait à cette formule, il se voyait, avançant en somnambule, dans un long couloir à demi éclairé,
s'arrêtant à chaque fois qu'une pile de documents se trouvait sur son passage, se baissant, attrapant une feuille, une brochure, un livre, l'enfournant dans un gigantesque sac qu'il portait sur son dos, puis reprenant sa marche dans ce tunnel interminable, avec de temps à autre une voix métallique diffusée par haut-parleur, qui donnait inlassablement la même phrase. « Remplissez votre sac de tout ce qui a été mis pour vous sur cette grande allée du savoir. Plus tard, vous en aurez besoin. » Ce jour-là, face au phénomène du flou, avec un peu de recul, et reconsidérant les données du problème, il jugea que cette méthode, ne pas se soucier du pourquoi, pour se concentrer sur le comment, et donc sur le résultat recherché, pouvait être la plus adaptée à sa situation. Puisqu'il y avait peut-être un petit malin, quelque part, qui en savait au moins autant qu'Ozipi sur lui-même, au point de prévoir ses intentions, autant éviter toute pensée et se jeter, même si c'était de façon désordonnée, dans l'action. Il recommencerait à zéro l'expérience du labo. Mais pour pouvoir surprendre ce malin, le vide total dans son esprit était indispensable. Sans penser, il deviendrait impossible à qui que ce soit de prévoir ce qu'il allait faire, puisque lui-même à tout instant l'ignorerait. La seule difficulté du problème, de taille celle-là, concernait le mode de décision pour l'effet Cobju-Cola. Le moment où il allait se retourner devait être déterminé par un procédé entièrement aléatoire, et donc illisible dans son esprit. Cherchant ce qui pourrait décider de ce moment crucial du retournement, il pensa tout naturellement à Éonie. Bien sûr, la solution était là, et il suffisait qu'il s'en remette à elle pour se déclencher. Ainsi, le malin, si malin il y avait, ne pouvait prévoir sa rotation en lisant dans son esprit. Et lui, Ozipi, se retournerait avant que le trou ne se soit refermé. Lorsqu'il rapporta le fruit de ses réflexions à son ami, Ozipi vit une petite flamme passer dans son regard. Ses yeux étaient encore plus lumineux que d'habitude, et même si, lorsqu'elle lui prit les mains, le ton qu'elle choisit était plutôt narquois, il vit bien que ce n'était là qu'un réflexe de pudeur. « Il y en a dans la tête qui commande ces mains-là » Cette phrase un peu bancale montrait bien qu'elle n'était qu'un prétexte pour ce contact tout nouveau. Contact qu'Ozipi, même s'il l'avait 1000 fois rêvé, n'avait jamais osé provoquer. Ce fut l'un des 2 seuls succès de cette journée-là. Le même échec total sanctionna leur seconde tentative pour surprendre le réel et l'hypothétique malin. Cette fois-ci, avec comme déclencheur aléatoire Éonie, pas plus que la première fois, ils n'obtinrent le moindre résultat, le plus infime flou. Tout autour d'eux demeura désespérément net. La tentative d'explication vint cette fois-ci d'Éonie. Ton truc de monsieur malin qui lit dans les esprits et qui devine le moment où tu vas te retourner. Si on va jusqu'au bout de ton idée, sans te considérer comme un cas particulier, il est tout à fait capable de lire dans mes propres pensées. Alors de la même manière, il peut prévoir, et encore plus facilement, puisque la chaîne de décision est encore plus longue, l'instant où tu vas te retourner. Lisant dans tes pensées le plan rusé que nous avons mis au point pour le piéger, il s'est mis à s'intéresser à ce qui se passait dans ma tête, même s'il ne s'y passe pas grand-chose, ajouta-t-elle en éclatant de rire. Ainsi, quand je te serrais vivement la main, il avait tout le temps de devancer ton geste. Voilà pourquoi, peut-être encore une fois, rien ne s'est produit aujourd'hui. Grâce à la longueur du monologue d'Éonie, capable visiblement d'une perspicacité qui le surprenait, Ozipi eut le temps de reprendre ses esprits. C'était décidément une fille formidable à tout point de vue. Une fois assimilées ses conclusions, contrariantes mais pertinentes, il eut la présence d'esprit de profiter de la situation. S'emparant des 2 mains d'Éonie, il lui lança à son tour. La tête qui commande ces 2 mains-là, en plus d'être ravissante, abrite décidément un esprit musclé,
Il osa même conclure en lui embrassant le creux d'une main. Ce fut le second succès de la journée, tant pour Ozipi que pour Éonie, qui ne répliqua rien, se contentant de le fixer d'un regard malicieux pendant de longues secondes, jusqu'à l'instant où, regardant vivement sa montre, « Je me sauve, il est déjà tard. À bientôt, Indiana. » Irénée fait partie des âmes sensibles. Au cinéma, lorsqu'il pressent que la courbe en cloche d'une histoire sentimentale a atteint son summum, comme dans Out of Africa, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ou encore Sur la route de Madison, il lui arrive fréquemment, aux grandes dames d'aimer, de quitter la salle pour ne pas connaître l'inéluctable dégradation d'un amour dont on savait dès le début du film qu'il ne pouvait pas tenir longtemps, malgré les sentiments très intenses des deux amants. Kataek, Kataek, Kataek. Et cette âme sensible est émue, comme un adolescent des années 60, à la lecture de ce passage du roman. Une scène qui lui rappelle le début de son premier et seul amour véritable. Aimer. Ce jour-là, les quelques lignes qu'Irénée écrit sur l'un de ses carnets doivent autant à son roman papier qu'à celui qu'il vit au jour le jour. En le creux de ta main, recueille une larme, parfum de vérité, tombée, telle la rosée du regard de l'aimé.